Ma sœur a exigé 185 000 $ de ma retraite pour sauver sa maison. J'ai dit non, j'ai réservé un vol, et je suis parti pour toujours. Papa m'a envoyé un texto, paie sa dette ou tu es renié. Avant minuit, j'ai vidé tous les comptes joints. Je m'appelle Morgan et la semaine dernière, j'ai démantelé toute ma vie en moins de 48 heures. Ce n'était pas une dépression nerveuse. Ce n'était pas un épisode maniaque. C'était une démolition calculée, exécutée avec la même précision que j'utilise pour analyser les tendances du marché dans mon travail. Mais avant de vous raconter comment j'ai brûlé les ponts avec ma famille en me tenant de l'autre côté, vous devez comprendre l'architecture de ma solitude. Je vis à Chicago dans un appartement d'une chambre que la plupart des gens qualifieraient de spartiate. Je l'appelle efficace. Mes meubles sont d'occasion. Ma garde-robe est fonctionnelle. Et je conduis une Honda Civic de 10 ans qui a vu plus d'hiver qu'elle n'aurait probablement dû. Pour le monde extérieur, en particulier pour ma famille dans l'Ohio, je suis juste Morgan, la sœur aînée ennuyeuse qui travaille trop, n'a ni mari, ni enfant, et apparemment aucune vie. Il voit la vieille voiture. Il ne voit pas le portefeuille d'investissement. Il voit les déjeuners emportés dans un sac en papier. Il ne voit pas les intérêts composés. À 32 ans, j'ai tranquillement amassé une valeur nette qui ferait s'étouffer mon père avec son café du matin. 300 000 $. La plupart sont bloqués dans des comptes de retraite et des fonds indiciels. Une forteresse de solitude que j'ai bâtie dollar par dollar pour m'assurer que je n'aurai jamais à dépendre de personne. La dépendance est un piège. J'ai appris cette leçon jeune. C'est un mardi soir que la première fissure dans la forteresse est apparue. J'étais assise à ma table de cuisine, examinant une proposition pour l'expansion de mon entreprise à Londres. Mon patron m'avait laissé entendre que le poste d'analyste principal était à moi si je le voulais. J'y réfléchissais. Londres était loin. Londres était cher. Mais Londres était aussi à 3000 miles des gens qui partageaient mon ADN. Mon téléphone a vibré contre la table. L'écran s'est allumé avec la photo d'un chiot Golden Retriever, la photo de profil de ma sœur Ila, pas son vrai chien, car elle est allergique à la responsabilité. Sous le chiot, le nom d'Ila clignotait avec une persistance inquiétante. Je l'ai fixé. Un appel d'Ila un mardi signifiait l'une de ces trois choses. 1. Elle avait encore rompu avec Travis. 2. Elle avait besoin de quelqu'un pour co-signer quelque chose parce que sa cote de crédit était plus basse que son âge. Ou 3. Le scénario le plus probable, elle avait besoin d'argent. Mon pouce a plané sur le bouton de refus. Je savais que je devrais laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Je savais que répondre à cet appel me coûterait quelque chose. Peut-être du temps, peut-être de la santé mentale, peut-être de l'argent. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Le conditionnement de 3 décennies a pris le dessus. Je suis la sœur aînée. Je suis la responsable. Je suis le filet de sécurité qui les rattrape quand ils tombent, même si ce sont eux qui continuent de sauter de la falaise. J'ai décroché le téléphone. C'était ma première erreur. Allô, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Morgan. Oh mon Dieu, je suis si contente que tu aies décroché. La voix d'Ila était aiguë, haletante, un ton qu'elle réservait exclusivement lorsqu'elle voulait quelque chose. C'était l'équivalent vocal d'un glaçage sucré sur un beignet rassis. Que se passe-t-il, Ila, ai-je demandé. Je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Je suis allé droit au but. Pourquoi faut-il qu'il se passe quelque chose? Une sœur ne peut-elle pas simplement appeler pour dire bonjour, a-t-elle gazouillé. Il y a eu une pause, un temps de silence où je pouvais pratiquement l'entendre se recalibrer. D'accord, eh bien, en fait, il y a quelque chose, mais c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui change la vie. J'ai attendu. Maman et papa veulent que tu viennes dîner à la maison ce week-end, a-t-elle dit. Travis et moi avons une grande annonce. Nous voulons toute la famille réunie. Ça va être spécial. Mon estomac s'est noué. Une annonce spéciale signifiait généralement une grossesse ou un mariage, deux choses qui ne nécessitaient pas ma présence à moins qu'il n'ait besoin d'un chèque. Mais quelque chose dans son ton semblait étrange. Ce n'était pas l'hystérie joyeuse d'une annonce de bébé. C'était tendu. Urgent. Je ne peux pas, Léla, ai-je dit. J'ai du travail. Je suis en train d'envisager un transfert à Londres et je dois me préparer. Londres, m'a-t-elle coupé, sa voix perdant sa douceur une seconde. Pourquoi irais-tu à Londres? C'est si loin.
De toute façon, tu peux travailler dans l'avion. S'il te plaît, Morgane. Maman fait son rôti de bœuf. Papa veut vraiment que tu sois là. C'est important. J'ai fermé les yeux et me suis frotté les tempes. C'était le piège, l'invocation de maman et papa. Je me suis revu à 16 ans. J'avais passé tout l'été à retourner des hamburgers dans un boui-boui pour économiser $3000 pour une Toyota d'occasion. Quand je l'ai ramené à la maison, mon père, Grégory, a à peine levé les yeux de son journal. Il a juste dit, assure-toi de payer ta propre assurance. 2 ans plus tard, quand il a eu 18 ans, ils lui ont acheté une Ford Focus flambant neuve, emballée dans un grand ruban rouge. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère, Catherine, m'a souri de ce sourire triste et condescendant qui était le sien et a dit, « Morgane, tu es une survivante. Tu te débrouilles. Léla, elle a besoin d'un peu plus d'aide. Elle est sensible. » Sensible. C'était le mot de code familial pour gâter. D'accord, ai-je dit au téléphone, revenant au présent. Je viendrai samedi matin, mais je dois repartir dimanche après-midi. Tu es la meilleure, a crié Hila. Sérieusement, Morgane, tu ne le regretteras pas. Ça va tout résoudre. Elle a raccroché avant que je puisse demander ce que « tout » signifiait. J'ai fixé mon téléphone, une terreur froide s'installant dans ma poitrine. Résoudre tout. Léla et Travis vivaient dans un cycle de chaos financier depuis 5 ans. Ils passaient d'un emploi de vendeur à un autre, et elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un studio de yoga, passant le reste de son temps à soigner un compte Instagram qui la faisait ressembler à une influenceuse de voyage. J'ai regardé à nouveau la proposition pour Londres sur mon ordinateur portable. Le curseur clignotait, une pulsation rythmique. J'aurais dû rester à Chicago. J'aurais dû réserver un vol pour l'Angleterre sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait une valise, je suis monté dans ma Honda kilométrée et j'ai conduit 4 heures dans la fosse au lion. L'allée de la maison de mon enfance était occupée par 2 voitures, la berline raisonnable de mes parents et un SUV de location Tapa accent Graveleuil qui appartenait à Travis. J'ai garé ma Honda dans la rue, notant la hiérarchie distincte des véhicules. Quand je suis entré, la maison sentait le romarin et le bœuf rôti. C'était une odeur qui signifiait autrefois la sécurité, mais qui ne sentait plus que l'obligation. Ma mère, Catherine, m'a accueilli à la porte. Elle avait l'air fatiguée, les yeux crispés au coin, mais elle a affiché un sourire et m'a entraîné dans une étreinte qui ressemblait plus à une contrainte qu'à un salut. « Tu as l'air mince, Morgane », a-t-elle dit en reculant pour m'inspecter. « Est-ce que tu manges ou tu accumules juste ton argent comme un dragon ?» Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. C'était une pique. C'était toujours une pique. « Je vais bien, maman », ai-je dit en la dépassant. Dans le salon, mon père, Grégory, était assis dans son fauteuil inclinable, regardant le golf. Il m'a fait un signe de tête. « Salut, gamine. » Hila et Travis étaient sur le canapé, se tenant la main. Ils semblaient vibrer d'énergie. Léla portait une robe de créateur que je savais coûter au moins $300. Et Travis arborait une montre qui n'était certainement pas dans son budget. Nous nous sommes assis pour le dîner. La table était mise avec la bonne porcelaine, celle habituellement réservée à Thanksgiving. Mes sonnettes d'alarme interne sont passées d'un faible bourdonnement à une sirène assourdissante. Personne ne sort les assiettes à bordure dorée pour un samedi décontracté à moins de vouloir vendre quelque chose. Alors, a dit Hila au milieu du repas, ignorant ses pommes de terre à moitié mangées. Je sais que vous vous demandez tous pourquoi nous vous avons réunis ici. Je ne me le demandais pas. Je le redoutais. Travis s'est éclairci la gorge. C'était un beau parleur, un gars qui avait atteint son apogée au lycée et qui essayait de courir après ce sentiment depuis. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. « Vous savez que nous cherchons une maison pour la vie », a-t-il commencé. Un endroit pour élever une famille, un endroit qui reflète qui nous sommes. Eh bien, nous l'avons trouvé. Il a sorti son téléphone, a fait défiler jusqu'à une photo et l'a brandi pour que nous la voyions. C'était une vaste demeure coloniale avec des piliers et une immense pelouse. Elle avait l'air chère. Elle ressemblait à une maison d'avocat ou de médecin, pas d'une réceptionniste à temps partiel et d'un type qui vendait des panneaux solaires à la commission. Elle est à Oak Creek, a dit Hila, ses yeux brillants. 4 chambres, une cuisine en granit, une véranda. Elle est parfaite. Nous avons versé un acompte. $20 000. Je me suis étouffé avec mon eau.
20 000. Où avez-vous trouvé 20 000 dollars, ai-je demandé. Travis a fait un geste de la main dédaigneux. On s'est débrouillé. Des économies. Un peu d'aide d'amis. Mais voilà le problème. La banque. Ils sont difficiles. Difficiles comment? A demandé mon père, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Ils disent que notre ratio dette-revenu est légèrement décalé, a dit Travis, minimisant le problème. C'est une histoire de paperasse, vraiment, mais les vendeurs sont impatients. Si nous ne concluons pas d'ici vendredi prochain, nous perdons la maison et nous perdons la compte. La pièce est devenue silencieuse. J'ai vu ma mère regarder mon père. J'ai vu Hila me regarder. Nous avons besoin d'un pont, a dit doucement Hila. Juste pour obtenir l'approbation du prêt hypothécaire. Nous devons montrer plus de liquidité. Nous devons faire un acompte plus important pour contourner le problème du ratio. Combien, ai-je demandé. Ma voix était glaciale. Léla a pris une profonde inspiration. 185 000 dollars. Le chiffre flottait dans l'air comme une lame de guillotine. 185 000 dollars, ai-je répété. Vous voulez 185 000 dollars. Ce n'est pas un cadeau, a rapidement interjeté Travis. C'est un investissement dans la famille. Une fois que nous aurons la maison et que nous refinancerons dans 1 an ou 2, nous te rembourserons avec intérêt. J'ai regardé mes parents. Ils n'étaient pas choqués. Ils fixaient leurs assiettes. Ils savaient. Ils savaient déjà avant même que j'entre. Ce n'était pas une annonce. C'était une embuscade. J'ai posé mes couverts sur l'assiette en porcelaine avec un tintement délibéré. J'ai regardé Hila. Les vraiment regardé. Elle avait 30 ans, mais elle me regardait avec l'attente d'un bambin attendant un biscuit. Non, ai-je dit. Le mot était simple, silencieux et absolu. Le sourire de Léla a vacillé. Quoi? J'ai dit non, ai-je répété plus fort cette fois. Je n'ai pas 185 000 dollars qui traînent dans une boîte à chaussures, Hila. C'est une somme d'argent insensée. Allez, Morgan, a ricané Travis en se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire narquois qui m'a donné la chair de poule. On sait que tu les as. Maman nous a parlé de tes comptes. Tu mets de l'argent de côté depuis que tu as 22 ans. Tu conduis cette épave de voiture. Tu vis dans un petit appartement. Tu es assise sur une mine d'or. Ma tête s'est tournée brusquement vers ma mère. Tu discutes de mes finances avec eux. Catherine a rougi. Nous sommes une famille, Morgan. Nous n'avons pas de secret. Léla et Travis sont dans une mauvaise passe. Ils vont perdre leur acompte. 20 000 dollars de perdus. Tu imagines? Ça ressemble à un problème personnel, ai-je dit, ma voix s'élevant. Vous avez joué avec de l'argent que vous ne pouviez pas vous permettre sur une maison que vous ne pouvez clairement pas vous permettre. Ce n'est pas un jeu de hasard, a crié Hila, les larmes lui montant instantanément aux yeux. C'est notre rêve. Pourquoi es-tu si jalouse? Ce n'est pas parce que tu es seule et misérable que tu dois saboter mon bonheur. Jalouse? J'ai ri. Un rire sec et rauque. Je ne suis pas jalouse, Hila. Je suis solvable. Il y a une différence. Cet argent dont tu parles. C'est ma retraite. C'est ma liberté. C'est 10 ans de travail à 60 heures par semaine pendant que tu faisais du sac à dos en Europe avec la carte de crédit de papa. Morgan, a grondé mon père. Sa voix était profonde. La voix de l'autorité qui me faisait autrefois geler quand j'étais enfant. Ça suffit. Fais attention à tonton avec ta sœur. Je me suis levé. Je ne leur donnerai pas l'argent, papa. Pas un centime. S'ils veulent une maison, ils peuvent en acheter une qu'ils peuvent se permettre. Ou peut-être qu'ils peuvent louer comme le reste du monde. Léla sanglotait maintenant. Des sanglots théâtraux et saccadés sur l'épaule de Travis. Travis m'a fusillé du regard. Tu es égoïste. Tu le sais. Tu as tout cet argent qui ne fait rien, juste là, pendant que ta propre chair et ton propre sang luttent pour se construire une vie. Il ne fait pas rien, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Il compose. Je me suis tourné pour partir. Assieds-toi, Morgan, a commandé mon père. Nous n'avons pas fini. Je me suis retourné sur le seuil de la porte. Si, nous avons fini. Je suis venu pour le dîner.
Je ne suis pas venu pour me faire voler. Je suis sorti par la porte d'entrée. Je m'attendais à ce que quelqu'un me poursuive. Je m'attendais à ce que ma mère sorte en courant et s'excuse. Mais alors que je marchais vers ma voiture, le seul son que j'ai entendu était les cris étouffés provenant de l'intérieur de la maison. Je suis monté dans ma Honda, mes mains tremblant si fort que j'ai à peine réussi à mettre la clé dans le contact. Je suis parti. Je ne suis pas rentré à Chicago immédiatement. Je me suis garé sur le parking d'une station-service à 3 miles de là et je suis resté assise, respirant l'odeur d'essence et de café rassis, essayant d'empêcher mon cœur de marteler contre mes côtes. 185 000 $. Ils n'ont pas demandé, ils ont exigé. Ils se sentaient en droit de profiter de la sueur de mon front. Et alors que j'étais assise là, sous les lumières fluorescentes vacillantes de l'auvent de la station-service, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ils n'allaient pas s'arrêter à un nom. Ils étaient désespérés, et les gens désespérés sont dangereux. Le dimanche matin à Chicago était habituellement mon sanctuaire. Café, livres, silence. Mais ce dimanche, le silence semblait lourd, chargé de l'électricité de la nuit précédente. J'étais rentré tard, arrivant à 2 heures du matin, alimenté par l'adrénaline et la rage. À 9 heures du matin, le siège a commencé. Ma mère a appelé. J'ai regardé le téléphone sonner 3 fois avant de répondre. Je savais que je devais fixer des limites, mais l'ignorer ne ferait qu'aggraver les choses en la poussant à appeler la police pour une visite de bien-être, une tactique qu'elle avait utilisée une fois lorsque je n'avais pas répondu à un texto pendant 6 heures. « Allô, maman » ai-je dit. Morgane, sa voix était épaisse, humide. Elle avait pleuré. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté là, à regarder le plafond, me demandant où je m'étais trompé. C'est parti. Le chantage affectif. L'arme de prédilection de Catherine Carvey. Maman, je n'aurai pas cette conversation, ai-je dit fermement. Je pensais t'avoir élevée pour être gentille, a-t-elle continué, m'ignorant. Je pensais t'avoir élevée pour valoriser la famille au-dessus de l'argent. Hila est bouleversée. Elle a mal à l'estomac. Elle vomit, Morgane. Elle est tellement stressée à l'idée de perdre cette maison. Elle n'aurait pas dû verser d'acompte sur une maison qu'elle ne pouvait pas payer, ai-je dit. Ce n'est pas ma faute. C'est juste un prêt, a pleurniché maman. Un prêt relais. Ils te rembourseront. Pourquoi dois-tu être si cruel? Détestes-tu ta sœur? J'ai fermé les yeux. Un souvenir s'est imposé à moi. J'avais 12 ans. J'avais trouvé un chien errant, un mélange de terrier débraillé que j'avais nommé Barnaby. Je l'ai nourri, promené, j'ai dormi avec lui pendant 2 ans. C'était mon seul ami. Puis il a eu 10 ans et a décidé qu'elle était légèrement allergique parce que ses yeux la démangeaient. Sans me le dire, mes parents ont emmené Barnaby à la fourrière pendant que j'étais à l'école. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai pleuré, ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ne sois pas égoïste, Morgane. La santé de ta sœur passe avant tout. Tu dois te sacrifier pour les gens que tu aimes. » C'était la leçon. Je me sacrifie. Léla reçoit. Je ne la déteste pas, maman, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Mais je m'aime assez pour ne pas mettre le feu à mon avenir pour la garder au chaud. Tu es froide, a-t-elle chuchoté. L'argent t'a rendue froide. Si tu ne les aides pas, ne prends pas la peine de venir pour Noël. Je ne peux pas te regarder en ce moment. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise sur mon canapé, le poids fantôme d'un chien que j'avais perdu il y a 20 ans pesant sur ma poitrine. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passé mon trajet. J'étais juste le distributeur automatique qui avait mal fonctionné. À midi, la tactique est passée de la culpabilité maternelle à l'agression masculine. Mon téléphone a sonné avec un texto de Travis. Tu dois reconsidérer ça, Morgane. Sérieusement. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, on sait que tu as l'argent. On sait pour les comptes Vanguard. Ne nous oblige pas à faire appel à la justice. J'ai éclaté de rire dans mon appartement vide. La justice? Pourquoi allait-il me poursuivre? Pour être économe. Mais ensuite, le ton a changé. Ce serait dommage que ton entreprise découvre une partie de ta comptabilité créative. Je connais des gens, Morgane. Je peux faire du bruit. J'ai fixé l'écran. Comptabilité créative.
Mes déclarations de revenus étaient déposées par un expert comptable avec la précision d'un chirurgien. Je payais chaque centime que je devais. Mais la menace ne concernait pas la vérité. Elle concernait la réputation. Travis laissait entendre qu'il essaierait de ruiner ma carrière avec des rumeurs. Mais pourquoi? Pourquoi était-il si agressif? S'il ne s'agissait que d'une maison, il pourrait abandonner. Il perdrait la compte de 20 000 $. Oui. Et ça ferait mal, mais ça ne les ruinerait pas. Ce niveau de désespoir, les menaces, la panique, ça ne correspondait pas à la situation. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé à nouveau le chiffre. 185 000 $. C'était un chiffre spécifique. S'ils avaient juste besoin d'un coup de pouce pour la compte, 50 000 aurait suffi. Pourquoi 185? J'ai répondu par texto, vas-y, appelle mon patron. Mais si tu me contactes à nouveau, je dépose une plainte pour harcèlement. J'ai bloqué son numéro, mais l'anxiété commençait à me ronger. Je n'avais pas affaire à des gens rationnels. J'avais affaire à des animaux acculés. Mardi soir, 2 jours après le dîner, je suis rentré du travail épuisé. Mon plan était de commander de la nourriture thaïlandaise et d'envoyer enfin cet email acceptant le poste à Londres. J'avais besoin de distance, d'océan de distance. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement et je me suis figé. Les lumières étaient allumées. Assis sur mon canapé beige d'occasion se trouvaient mes parents et Hila. Ils s'étaient laissés entrer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, mes clés serrées dans mes paumes si fort que ça faisait mal. « Comment êtes-vous entré ici ?» Ma mère s'est levée, lissant sa jupe. « Tu m'as donné un double des clés l'année dernière. Tu te souviens ? Pour les urgences. » « Ce n'est pas une urgence, ai-je crié. « Sortez. Sortez de mon appartement. »« Morgane, s'il te plaît, » a dit Hila. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient bouffis, ses cheveux sales. « On veut juste parler. On veut trouver un compromis. »« Il n'y a pas de compromis, » ai-je crié. J'ai jeté mon sac par terre. « Vous êtes fou. Vous entrez par effraction chez moi. On fait une intervention, » a dit mon père en se levant. Il avait l'air plus petit dans mon appartement que dans sa propre maison. Tu accumules de la richesse, Morgane. C'est une maladie. Tu vis comme une indigente alors que tu pourrais aider ta famille. On est là pour t'aider à lâcher prise. M'aider à lâcher prise sur mon argent, ai-je demandé, incrédule. C'est comme ça que vous appelez ça? On a préparé un plan de paiement, a dit Travis en sortant de ma cuisine. Il avait mangé mes chips. J'ai ressenti une vague de violation si intense que j'ai vu rouge. Travis, pose le sac et sort, ai-je sifflé. Regarde, a dit Travis en brandissant un morceau de papier. Tu signes le virement pour les 185 000. On signe une reconnaissance de dette. On te rembourse 500 $ par mois. J'ai fait le calcul dans ma tête instantanément. 5 cents par mois. Il leur faudrait 30 ans pour me rembourser sans intérêt. Je me suis approché de ma mère, j'ai tendu la main. La clé. Maintenant. Morgane, a-t-elle commencé. La clé, ai-je crié. C'était un son que je ne savais pas que je pouvais faire. Un rugissement primal de 30 ans d'être le deuxième choix. Le paillasson, la banque. Elle a sursauté et a laissé tomber la clé dans ma main. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Partez. Si vous n'êtes pas sorti dans 30 secondes, j'appelle la police et je porterai plainte pour violation de domicile. Je me fiche que nous partagions le même sang. Je vous mettrai en prison. Ils m'ont regardé. Ils ont vu quelque chose sur mon visage qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La bonne fille était morte. Ils sont sortis un par un. Léla pleurait à nouveau. Mon père a craché par terre dans le couloir en passant devant moi. J'ai claqué la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Puis j'ai fait glisser la chaîne de sécurité. Puis j'ai poussé une chaise lourde contre la porte. Je me suis affaissé sur le sol, tremblante. Il passait à la vitesse supérieure. Effraction. Il ne s'agissait plus d'une maison. C'était un raid. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez soutenir la chaîne, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner. Laissez également un commentaire me disant de quelle ville vous écoutez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de gens. Merci beaucoup.
Le sommeil a été impossible cette nuit-là. Chaque craquement du plancher ressemblait à des pas. Je me suis assise dans mon lit à 3 heures du matin, mon ordinateur portable brillant dans l'obscurité. J'avais changé les serrures de ma porte physiquement, mais maintenant je devais sécuriser ma vie numérique. J'ai commencé à changer les mots de passe, email, banque, portail d'investissement. Je les ai changés en chaînes de caractères complexes que personne ne pouvait deviner. Dogname 123 est devenu X7MPP9V2. Alors que je me connectais au portail de ma banque principale, celui que j'utilise pour mon compte courant, j'ai décidé de vérifier l'onglet des comptes liés. Je le regardais rarement. Il ne listait généralement que mes économies externes. Mais il y avait un ancien compte listé là, un compte d'épargne étudiant joint de l'époque où j'avais 19 ans à l'université. Mes parents l'avaient ouvert avec moi pour transférer l'argent du loyer. Je ne l'avais pas utilisé depuis une décennie. Je pensais l'avoir fermé, ou du moins qu'il était dormant. J'ai cliqué dessus. Mon souffle s'est coupé. Le solde était de $12. Mais l'historique des transactions était actif. Très actif. Il y avait des virements mensuels entrant d'une source externe que je ne reconnaissais pas, suivis immédiatement de virements sortant vers State Farm Insurance. J'ai cliqué plus loin. Les virements sortants étaient de $150 par mois, depuis 5 ans. J'ai affiché les détails. Le numéro de police d'assurance. Ce n'était pas le mien. C'était pour une Ford Escape de 2019. La voiture de Travis. Mes parents avaient utilisé un ancien compte à mon nom pour canaliser de l'argent afin de payer l'assurance automobile de Travis. Mais d'où venait l'argent? J'ai retracé les virements entrants. Ils provenaient d'un compte d'épargne en fiducie dans une caisse populaire locale de l'Ohio. Un compte que ma grand-mère avait ouvert pour moi quand j'étais bébé. J'avais oublié son existence. Je pensais qu'il était vide. Mes mains tremblaient alors que je réalisais ce qui s'était passé. Mes parents avaient accès à ce compte en fiducie. Ils le vidaient lentement, mois par mois, le blanchissant via mon ancien compte étudiant pour payer les factures d'Ila et Travis, gardant leurs mains propres. Je me suis senti malade, physiquement malade. Ce n'était pas seulement l'argent, environ $9000 sur 5 ans. C'était la violation. Ils utilisaient mon identité, mon nom, comme un conduit pour leur favoritisme. Mais s'ils faisaient ça, que faisaient-ils d'autre? Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé Sylvia. Sylvia était une comptable judiciaire que j'avais rencontrée au travail. Elle avait 55 ans, portait des blazers élégants et avait des yeux qui pouvaient repérer une décimale manquante de l'autre côté d'une pièce. Je me suis assise dans son bureau, serrant une tasse de café tiède. Trouvez tout, lui ai-je dit. Lancez une recherche avec mon numéro de sécurité sociale. Lancez une recherche avec mon nom. Je veux connaître chaque instrument financier qui m'est attaché. Sylvia n'a pas posé de questions sur le drame familial. Elle a juste tapé. Ça lui a pris 2 heures. Le silence dans le bureau n'était rompu que par le cliquetis de son clavier et le bourdonnement de la climatisation. D'accord, Morgan, a finalement dit Sylvia en tournant son moniteur vers moi. Voici le paysage. Elle a montré une ligne. Vous avez une carte de crédit chez Chase ouverte il y a 3 ans. Limite de $30 000. J'ai secoué la tête. Non, je n'en ai pas. Je n'ai qu'une Amex et une Visa via ma banque. Sylvia a ajusté ses lunettes. Eh bien, vous avez une Chase Sapphire et elle a un utilisateur autorisé. Léla Carvé. La pièce a tourné. Solde actuel, ai-je demandé, ma voix un murmure. 24 800 $, a lu Sylvia. Principalement des voyages, des articles de luxe et beaucoup d'avances de fonds dans des casinos. Des casinos? Attendez, ai-je dit, des avances de fonds? Oui. Regardez ici. Sylvia a cliqué sur un onglet. MGM Grand Détroit. Jack Cleveland Casino, des plateformes de paris en ligne comme DraftKings. J'ai fixé l'écran. Les transactions étaient incessantes. 5 cents ici. 1000 là. Et les paiements, ai-je demandé. Paiement minimum seulement, a dit Sylvia. Payé depuis, voyons voir, un compte courant au nom de Grégory Carvé. Mon père effectuait des paiements minimums sur une carte que Léla utilisait pour jouer, une carte ouverte à mon nom pour cacher la dette. À qui? À la banque. Ou juste pour ruiner mon crédit au lieu du leur.
C'est une usurpation d'identité, Morgane, a dit doucement Sylvia. Votre mère ou votre sœur a probablement falsifié votre signature pour l'ouvrir. Étant donné que l'adresse est celle de la maison de vos parents, elles ont intercepté le courrier. Je me suis reculé dans le fauteuil. Les pièces du puzzle se sont assemblées brutalement. L'urgence, les 185 000 $, les frais de clôture. Ils n'achetaient pas une maison. Ou peut-être qu'ils essayaient, mais la banque avait vu cette dette, cette énorme dette de jeu, et les avait rejetés. Ou pire, les usuriers rôdaient. Ces 185 000 $ n'étaient pas pour un apport personnel. C'était un renflouement. Ils essayaient de me faire payer les pertes de jeu d'Ila et Travis sous le prétexte d'une maison de rêve. Ils allaient prendre mon argent de retraite, le verser dans un trou noir de dette, et je n'en aurais jamais revu un centime. Morgane, a demandé Sylvia, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé l'écran, les années de trahison quantifiées en lignes et en colonnes. Pas encore, ai-je dit. D'abord, je dois sécuriser ma sortie. J'ai quitté le bureau de Sylvia avec un épais dossier. J'avais les preuves. Maintenant, j'avais besoin de la confirmation. Je suis rentré chez moi et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai engagé un enquêteur numérique, un terme chic pour un type que j'ai trouvé en ligne qui pouvait déterrer des informations sur les réseaux sociaux et les registres publics. Je l'ai payé 500 $ pour un travail urgent sur Travis. À 16 h, j'avais le rapport. Travis n'était pas juste un joueur occasionnel. Il était profondément endetté. Il y avait des privilèges sur sa voiture. Il y avait un jugement d'un tribunal des petites créances pour un prêt personnel impayé. Et le plus accablant de tout, il y avait des messages sur des forums liés à son nom d'utilisateur discutant de stratégies pour rembourser des bookmakers. La chronologie correspondait parfaitement, les SMS agressifs, le désespoir. Il n'avait pas peur de perdre une maison. Il avait peur pour ses genoux. Et Léla, elle savait. Elle devait savoir. L'utilisation de la carte de crédit montrait qu'elle était là avec lui dans les casinos. Elle n'était pas la victime. Elle était la complice. Mes parents encourageaient ça. Ils le couvraient, effectuant des paiements minimums, volant mes économies d'enfance pour colmater les brèches du navire en perdition qu'était la vie de Léla. Et quand le navire a finalement commencé à couler pour de bon, ils ont décidé de me jeter par-dessus bord pour m'utiliser comme radeau. J'ai ressenti une clarté froide m'envahir. La tristesse avait disparu. La culpabilité avait disparu. Tout ce qui restait, c'était une précision stratégique. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon patron. L'offre pour Londres est-elle toujours sur la table, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit, l'air surpris. Mais je pensais que tu avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'en ai pas. J'accepte. Mais j'ai une condition. Je dois être dans un avion dans les 48 heures. Je travaillerai depuis le bureau de Londres à partir de lundi. Morgane, c'est incroyablement rapide. Les RH doivent accélérer les choses. Je sais, ai-je dit. S'il vous plaît, c'est une question de sécurité. Il a entendu le sérieux dans ma voix. D'accord, je vais passer les appels. Fais tes valises. J'ai raccroché. J'ai regardé mon appartement. J'ai mis mes meubles en vente sur Facebook Marketplace à des prix dérisoires. Dois partir aujourd'hui. J'ai appelé un service de débarras pour le reste. J'ai fait 2 valises. J'ai effacé Morgane Carvé de Chicago. Mercredi et jeudi ont été un tourbillon de logistique. J'ai vendu ma voiture à CarMax contre de l'argent liquide. J'ai rompu mon bail, payant la pénalité sans ciller. J'ai transféré chaque centime de mes actifs liquides sur un compte bancaire international que Sylvia m'avait recommandé, un compte que ma famille ne pouvait pas toucher, ne pouvait pas voir, ne pouvait même pas imaginer. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. J'avais 47 appels manqués de ma mère. 12 textos d'Ila, 6 de Travis. Ils paniquaient. Vendredi était la date limite pour la maison. Ils avaient besoin de l'argent pour demain. J'ai regardé les notifications défiler comme des vagues de tempête s'écrasant contre un phare. Je me sentais en sécurité dans ma forteresse. Le jeudi soir, je me suis assise par terre dans mon appartement vide. Mon vol était à 18 h le vendredi. J'avais un dernier coup à jouer. Je devais m'assurer qu'il ne pourrait pas me suivre. Pas physiquement, mais financièrement. Je devais brûler le pont si complètement qu'il ne resterait même pas de cendres.
J'ai ouvert les dossiers que Sylvia m'avait donnés. Les formulaires de déclaration de fraude étaient remplis. Je n'avais qu'à les signer. Si je signais ça, Léla ferait l'objet d'une enquête pour fraude à la carte de crédit. Mes parents seraient impliqués pour usurpation d'identité. Travis serait exposé. C'était l'option nucléaire. J'ai hésité un moment, juste un moment. J'ai vu Hila, bambine, me tenant la main pour traverser la rue. J'ai vu mon père m'apprendre à faire du vélo. Puis j'ai vu le texto de Travis menaçant mon travail. J'ai vu ma mère me tendre le double des clés avec de la haine dans les yeux. J'ai vu le relevé de carte de crédit avec 5000 $ dépensés dans un casino le jour de mes 30 ans, un anniversaire qu'ils avaient oublié. J'ai pris le stylo. J'ai signé. Vendredi matin, le jour de la date limite. Je me suis réveillé dans un hôtel près de l'aéroport O'Hare. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était un texto de mon père. Il était 8 heures du matin. Il avait dû passer une nuit blanche. J'ai ouvert le message. Morgan, c'est ta dernière chance. Vire les 185 000 $ au numéro de compte ci-dessous avant 17 heures aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu n'es plus ma fille. Je te déshériterai. Tu seras morte pour nous. Fais ce qu'il faut. J'ai fixé l'écran. Me déshériter. C'était risible. Il n'avait rien à me léguer que des dettes et de mauvaises habitudes. Mais la phrase « Tu seras morte pour nous » a touché une corde sensible. C'était ce qu'il voulait, vraiment. Il ne voulait pas une fille. Il voulait une ressource. Si la ressource ne cédait pas, elle leur était inutile. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà fait ce qu'il fallait. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec mes vêtements de voyage et j'ai quitté l'hôtel. J'ai pris un Uber jusqu'à la succursale de la banque Chase la plus proche. J'avais rendez-vous à 9 heures. Je me suis assise en face de la directrice de la succursale, une femme nommée Madame Higgins. Elle avait l'air préoccupée alors que je lui présentais les documents que Sylvia avait préparés. Je signale une activité non autorisée sur une carte de crédit ouverte à mon nom, ai-je dit clairement. Je signale également des virements frauduleux depuis un compte en fiducie. Madame Higgins a regardé les noms sur la liste. Ce sont des membres de votre famille. Oui, ai-je dit. Ma sœur, Hila Carvey, et mes parents, Gregory et Catherine Carvey. Je n'ai rien autorisé de tout cela. Je veux porter plainte. Je veux que la carte soit gelée immédiatement et je veux qu'une enquête soit ouverte. Madame Higgins a hoché la tête lentement. Une fois que nous aurons déposé cela, Mademoiselle Carvey, cela déclenchera automatiquement une saisine de la police en raison du montant. C'est plus de 25 000 $. C'est une fraude de niveau criminel. Je sais, ai-je dit. Déposez-le. Elle a tapé sur son ordinateur. Ça a pris 10 minutes. D'accord, a-t-elle dit, la carte est gelée. L'alerte à la fraude est active. Toute tentative d'utilisation de cette carte sera refusée. Les agences de crédit seront informées dans l'heure. Merci, ai-je dit. Je suis sorti de la banque. C'était fait. À ce moment précis, dans l'Ohio, il a essayé probablement de finaliser la clôture ou, plus probablement, essayait de retirer de l'argent pour payer un usurier. J'ai imaginé la scène, la carte refusée, les lettres rouges sur l'écran, la confusion, l'appel à la banque, la prise de conscience que le compte n'était pas seulement vide, c'était une scène de crime. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était Hila. Je l'ai laissé sonner. Puis papa. Je l'ai laissé sonner. Puis Travis. Je l'ai laissé sonner. J'ai vérifié ma montre. 10h30, mon vol était dans 7 heures. J'avais tout le temps. Je suis allé à l'aéroport. J'ai enregistré mes bagages. Je suis passé par la sécurité. Je me suis assise à la porte d'embarquement, regardant les avions décoller et atterrir. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était incessant. Les messages vocaux s'accumulaient. J'en ai écouté un par curiosité morbide. C'était mon père. Il ne grondait plus. Il avait l'air effrayé. Morgan, la banque dit qu'il y a une alerte à la fraude. Léla est. La police pose des questions. Tu dois les appeler. Dis-leur que c'était une erreur. Dis-leur que tu lui as donné la permission. Morgan, décroche le téléphone.
tu vas la ruiner. J'ai supprimé le message vocal. Je ne la ruinais pas. Je la laissais faire l'expérience des conséquences pour la première fois de sa vie. Je me contentais de m'écarter et de laisser la gravité faire son œuvre. L'embarquement a commencé à 17h15. Je faisais la queue, tenant mon passeport. Mon pouce a plané sur le groupe de discussion, celui nommé « Famille Carvé », qui consistait généralement en il postant des mèmes et maman demandant à quelle heure je serais à la maison pour les vacances. J'ai décidé d'envoyer un dernier message. Je devais leur faire savoir. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'avais disparu. Je voulais qu'ils sachent que je m'étais échappé. J'ai tapé, j'ai vu les relevés de cartes de crédit. J'ai vu les dettes de jeu. J'ai vu les virements depuis mon compte étudiant. Je suis allé à la banque ce matin et j'ai tout signalé comme fraude. La police vous contactera. J'ai choisi l'option « Ne reviens pas » que vous m'avez donnée. Papa, je suis parti. Ne me cherchez pas, j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais vu dans les films mais que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai sorti de mon portefeuille un outil pour retirer la carte SIM. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la petite puce qui me connectait à leur monde. Je l'ai cassée en deux. Je me suis approché d'une poubelle près de la porte d'embarquement et j'ai jeté les morceaux dedans. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'hôtesse. Bon vol pour Londres, mademoiselle Carvé, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit. Je pense que oui. J'ai descendu la passerelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais plus légère que je ne l'avais jamais été dans ma vie. L'ancre était coupée. Le navire voguait enfin. Cela fait 1 an que j'ai atterri à Heathrow. Londres est grise et pluvieuse, et j'adore ça. J'ai un appartement à Islington avec vue sur un petit parc. J'ai un travail qui me stimule et des collègues qui me respectent. J'ai même un petit ami, un architecte britannique nommé Julian, qui insiste pour partager chaque addition parce qu'il dit que le partenariat signifie l'égalité. C'est une sensation étrange d'être aimé sans condition. Je m'y habitue encore. Je n'ai pas complètement disparu du monde, juste du leur. Mais les nouvelles voyagent. Sylvia me tient au courant de temps en temps. Les retombées ont été spectaculaires. Quand le rapport de fraude est tombé, le château de cartes s'est effondré instantanément. Léla a été arrêtée. Comme c'était une première infraction et liée à la famille, elle a réussi à éviter la prison en plaidant coupable d'une accusation moins grave. Mais elle a maintenant un casier judiciaire. Aucune banque ne la touchera. Elle ne peut pas louer un appartement. Elle a dû retourner vivre chez papa et maman. Travis. Il s'est enfui. Quand les usuriers ont réalisé que l'argent ne viendrait pas, les choses ont mal tourné. Il a divorcé d'Hila et a disparu, la laissant avec la moitié de ses dettes. Mes parents ont le plus souffert. Peut-être pour payer la défense juridique d'Hila, et pour régler les dettes immédiates afin de la garder hors de prison, ils ont dû liquider leurs propres actifs. Ils ont vendu la maison où j'ai grandi, la maison dont ils étaient si fiers. Ils vivent maintenant dans un appartement de 2 chambres en location dans le mauvais quartier de la ville. Mon père a perdu son siège au conseil de l'église. Les petites villes parlent. Tout le monde sait que la parfaite famille Carvé était bâtie sur le vol et les mensonges. La honte, j'entends dire, l'a vieilli de 10 ans. J'ai reçu une lettre la semaine dernière. Elle a été transmise par le siège de mon ancienne entreprise. Elle venait d'un avocat représentant mes parents. Ce n'était pas un procès. C'était un appel. Il voulait savoir si j'envisagerais une médiation pour restaurer les liens familiaux. La lettre mentionnait que maman pleurait pour moi tous les jours. J'étais assise dans mon café local, lisant la lettre. J'ai regardé la pluie glisser sur la vitre. J'ai pensé aux 185 000 $. J'ai pensé aux chiens qu'ils avaient abandonnés. J'ai pensé à la fraude. Je ne leur manquais pas. Le tampon leur manquait. Le réparateur leur manquait. La banque leur manquait. J'ai pris une gorgée de mon thé Earl Grey. J'ai plié la lettre soigneusement. Je me suis approché de la cheminée dans le coin du café, une petite chose décorative avec de vraies flammes. J'ai jeté la lettre dedans. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, les mots se transformant en cendres. Avais-je tort? C'est la question qui me chuchote parfois la nuit. Avais-je tort de détruire leur vie pour sauver la mienne? Aurais-je dû leur donner l'argent, accepter la perte et garder la paix?
Puis je regarde ma vie maintenant. Je regarde mon compte en banque, sur et en croissance. Je regarde Julien. Je regarde la femme dans le miroir qui ne porte plus le poids de 3 autres adultes sur ses épaules. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'ai pas détruit leur vie. Ils l'ont fait. J'ai juste arrêté de les laisser utiliser ma vie comme mortier pour maintenir leurs briques qui s'effritaient. Je suis sorti du café et je suis entré dans la pluie londonienne, serrant mon manteau. J'étais seul. Mais pour la première fois en 33 ans, je n'étais pas solitaire. J'étais libre. Alors, je dois vous demander, en regardant les ruines de ce qui était autrefois ma famille, avais-je tort de me choisir, ou aurais-je dû les laisser m'entraîner dans leur chute? Merci d'avoir regardé.